Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo qui s'inscrit toujours dans le cycle David Galula. Cette fois je vous parlerai de la Colombie, un pays fondamental quand on parle de guérilla bien sûr et de contre-insurrection. Un pays que Galula n'a pas connu puisque les problèmes colombiens, on va dire le phénomène de guérilla en Colombie est plutôt un phénomène des années 70-80, alors que Galula est mort en 67 et il a réfléchi plutôt dans le monde asiatique, le monde de la décolonisation, l'Afrique, le Moyen-Orient. Mais il n'empêche, les solutions, les leçons qu'ont appris les Colombiens de leur contact, de leur lutte contre la guérilla, sont en droite ligne de celles de Galula. Et quand on lit les rapports de l'armée colombienne, les études faites au sujet de la guérilla colombienne, on est vraiment dans un environnement très marqué par les idées de Galula, même si bien sûr il n'y a pas eu de contact direct entre l'école Galula et l'école de la contre-insurrection colombienne. Cette école de la contre-insurrection colombienne est très affectée, très influencée par les idées américaines de la guerre insurrectionnelle, mais c'est une école largement indépendante, elle est autochtone, dans le sens où les Colombiens ont inventé dans leur coin des solutions pour lutter contre les FARC. On pourrait dire que c'est un peu dommage, même si c'est pas le lieu pour le dire, mais on pourrait dire que Galula avait prédit avant eux des solutions, mais c'est un peu la tragédie de Galula, hein. C'est que ces solutions sont restées stockées, secret défense aux États-Unis, elles n'ont même pas imprégné la France, et encore moins la Colombie. Alors, la Colombie est le paradis rêvé pour tout guérillero, ou du moins elle l'était, je ne sais pas si je crois qu'elle est en train de changer, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était le paradis rêvé pour le guérillero, pour au moins deux raisons. La première, c'est le relief, le climat. C'est un pays où il est très facile de se cacher, vu la couverture végétale, et puis vu le relief. Hein, la Colombie est traversée par trois cordillères très élevées, qui font partie des Andes, mais qui sont des chaînes montagneuses séparées, et qui vont du elles vont du nord-est, et elles descendent vers le Pacifique en direction du sud-ouest. Et le peuplement colombien se situe en général dans les vallées qui sont entre ces cordillères. C'est le cas de Cali, c'est le cas de Manizales, c'est le cas de Medellín. Bogota fait exception puisqu'elle est située sur un haut plateau. Et entre ces cordillères, il y a des vallées qui sont superbes, mais surtout couvertes ou par l'eau, ou par la brume, ou par la couverture végétale très dense. La deuxième raison qui explique la Colombie et le paradis de la guérilla, ou qui explique la résistance, la résilience du phénomène guérillero en Colombie, c'est la tradition de la population d'être en armes. La Colombie est un peuple largement rural ou largement influencé par la tradition rurale, et en milieu rural on est armé, surtout en Colombie, pour se défendre contre les bandits de grand chemin, mais aussi contre les seigneurs de la terre qui voulaient prendre des terres, ou pour participer de guerres intestines entre les différentes factions, les factions de toujours de la vie politique colombienne, les libéraux et les conservateurs. Et puisque l'État central a toujours été très loin en Colombie, toujours incapable de contrôler le territoire dans ses moindres recoins, eh bien les habitants des ruraux, riches, pauvres, classe moyenne ou autre, étaient armés. Et donc pour un guérillero, il y a moins de difficultés, il n'y a pas beaucoup de difficultés pour convaincre un Colombien rural surtout de prendre une arme et d'aller prendre le maquis, faire des marches, se cacher, vivre 2-3 mois dans la forêt. Ça ne fait pas peur. Et donc, ça explique beaucoup la facilité avec laquelle les FARC et d'autres guérillas ont prospéré dans ce pays. Dans cette vidéo, je vais parler surtout des FARC et pas des autres phénomènes guérilleros, notamment le LN et autres. Les FARC étant le phénomène, on va dire, phare et qui structure un peu les autres. Il y a eu, dans les années 60, une vraie rupture dans l'histoire des guérillas en Amérique du Sud. Rappelez-vous, en 1959, Cuba tombe dans l'escarcelle communiste. En tout cas, Che Guevara et Fidel rentrent à Cuba, rentrent à La Havane. On ne savait pas si c'était vraiment communiste à l'époque, mais bon, disons qu'en 1959, la guérilla de gauche a un énorme coup d'éclat à La Havane, et de partout apparaissent des guérillas dans toute l'Amérique latine, notamment au Brésil, mais aussi en Colombie, Mexique et ailleurs. Et la guérilla colombienne, elle prend un chemin de traverse, on va dire, qui durera 50 ans, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout réduite, elle n'est pas défaite par le gouvernement central. Bien au contraire, on la laisse vivre dans un coin, on l'attaque de temps en temps, mais on la laisse prospérer dans un coin comme une espèce de virus ou de maladie avec lequel on vit,
on laisse prospérer, mais sans vraiment l'éradiquer. Alors qu'au Brésil, à la même époque, grosso modo à la même époque, l'armée brésilienne a éradiqué les guérillas de gauche, d'extrême gauche. Et au début des années 70, disons 75, la guérilla brésilienne était une histoire du passé, on avait tourné la page. Ce qui fait que la gauche brésilienne, tout de suite, a envahi, a investi le terrain universitaire, le terrain académique, le terrain de l'éducation nationale, les médias, les grands journaux, l'art, la culture, la musique. Et plus tard, le terrain de la société civile, les ONG, les droits de l'homme et autres. Et le résultat est éclatant, c'est une victoire éloquente de la gauche brésilienne qui contrôle, on va dire, la scène intellectuelle brésilienne, voire la scène politique depuis le retour de la démocratie en 84-88. 84, c'est la sortie des militaires, et 88, c'est la nouvelle constitution. Et la gauche brésilienne vit sur ça. Que ce soit la gauche, centre-gauche, comme le parti du PSDB du M. Cardoso, ou la gauche, on va dire, plutôt marxiste ouvrière de Lula, elle vit sur cette hégémonie de comme je disais, culturelle, intellectuelle, dans le monde de l'éducation artistique de la gauche, qui est née vraiment de cette défaite face à l'armée brésilienne. Et puis on leur a laissé, même les militaires ont laissé la gauche occuper les universités. Tant qu'ils ne tiraient pas sur les militaires et tant qu'ils ne faisaient pas exploser de bombes, on les a laissés faire leur travail de militantisme et d'infiltration. En Colombie, l'histoire est radicalement différente. Les FARC sont apparus à la fin des années 50 comme une sorte de phénomène paysan, une résistance paysanne à des abus, à des persécutions politiques ou des abus de la part de propriétaires terriens. En 64-65, il y a eu des grandes batailles avec l'armée colombienne, on a essayé de les éradiquer, c'est autour de Marquetalia, c'est au centre-sud du pays, c'est vraiment le point fondateur, l'élément fondateur des FARC dans leur mythologie, hein, où ils ont vraiment fait le choix d'une guérilla longue, mais comme ils n'ont jamais été écrasés, hein, comme ils n'ont jamais été éradiqués, comme ils n'ont jamais été ils n'ont jamais fait l'objet d'une réinsertion ou d'une neutralisation ou d'un exil, comme ça a été le cas au Brésil pour beaucoup de militants d'extrême gauche, eh bien ils sont restés en Colombie, mais en retrait, dans leur zone, dans la forêt, dans les vallées encaissées et autres. Comme je vous disais, le gouvernement est faible, le pays permet l'autarcie dans certaines régions. L'autarcie, c'est-à-dire on peut même manger, avoir une économie régionale sans avoir besoin de Bogota ou de l'étranger. C'est un pays très riche. La terre est riche. Donc les FARC ont monté une contre-société. Puisqu'on les a laissés tranquilles, entre guillemets, ils ont monté une contre-société socialiste, imbibée d'idéologie révolutionnaire, militarisée, une société en marche, c'est-à-dire qu'elle c'est toujours dans des colonnes qui traversent les régions, le pays pour fuir les persécutions et puis pour attaquer les militaires, les propriétaires terriens et autres. Eh bien, cette contre-société, forte, puissante, elle est restée au stade de contre-société. À côté d'elle, il y avait la société colombienne qui a été préservée, qui n'a pas été pénétrée par tous ces idéaux, ces imaginaires de gauche et révolutionnaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la société colombienne est une société largement catholique, encore habitée par l'identité catholique, où les églises sont plutôt bien fréquentées, enfin plutôt fréquentées avec une manière assez significative. On se croirait un peu dans l'Espagne des années 70, début 80. Une société plutôt libérale d'un point de vue économique, et résolument orienté vers les États-Unis avec des accords de libre-échange et une appétence pour le marché, pour le libre marché, pour le capitalisme, contrairement à la société brésilienne par exemple. C'est un peu l'ironie du sort, c'est que les FARC, ils n'ont pas réussi à infiltrer la société colombienne, la remodeler à leur guise, parce qu'ils ont fait une contre-société à côté. Au Brésil, ce n'était pas du tout le cas, c'est vraiment une autre affaire. La gauche a transformé la société brésilienne de l'intérieur. Puisque la gauche a abandonné la pampa et la forêt tropicale et la guérilla, eh bien, elle a pu agir au cœur de la société, c'est-à-dire au niveau des journalistes et au niveau des universités, là où on fabrique l'imaginaire des gens. Résultat, hégémonie culturelle de la gauche brésilienne. La plupart des gouvernements au Brésil depuis les années 90 sont de gauche ou de centre-gauche, alors qu'en Colombie, la droite gouverne au Sénat, au Parlement, à la Chambre basse, et tous les présidents sont de droite, voire de droite dure comme M. Uribe entre 2002 et 2010. Aujourd'hui, les FARC ont reconnu, entre guillemets, leur échec.
C'est-à-dire qu'ils ont fait ce constat-là de dire ben, on n'a pas réussi à changer la société de l'extérieur en lui plaquant face à elle une contre-société qui aurait dû l'attirer vers nous, qui aurait dû un peu la changer un peu comme une tache d'huile. Eh bien, on va l'infiltrer d'une autre manière. Et ils ont choisi la voie de la normalisation. Donc, ils ont magnifiquement négocié un accord de paix à La Havane sous la présidence Santos, et qui a un accord de paix qui leur garantit des sièges au Parlement, au Sénat, une certaine amnistie, en tout cas une justice, ils appellent ça de la justice pour la paix, la JEP, la JEP, mais qui est une justice transitionnelle, plutôt cool pour, évidemment, hein, quand on fait la réconciliation nationale, il faut faire le pardon, et ce pardon-là, parfois, il est relatif ou il est discutable, mais bon. Donc, les FARC ont bien joué le coup là. Pour l'instant, les premières étapes de leur réinsertion fonctionnent plutôt. Et on verra si dans 20 ans, 30 ans, la Colombie deviendra comme le Brésil, c'est-à-dire un pays largement tourné vers sa gauche, sans s'en rendre compte, parce que la véritable hégémonie culturelle et politique, c'est une hégémonie qui est spontanée, qui est naturelle. On verra si la Colombie sera plutôt un pays qui est dans cet agenda-là, ou si la droite colombienne, qui n'est pas née de la dernière pluie, qui est une droite qui combat, une droite de combat, une droite dure, je veux dire une droite dure, c'est-à-dire une droite dont les chefs, dont les familles ont été kidnappées, tuées, mutilées, torturées. C'est ça que je veux dire, une droite dure. C'est une droite de gens qui sont armés ou qui sont prêts au combat. Combat des idées même, qui ont un courage physique, puisque être de droite en Colombie, ça a souvent voulu dire se faire tuer, se faire enlever, ou pire. Je rappelle le père de M. Uribe, qui était un président colombien pendant 2 mandats dans les années 2000, il a été égorgé dans sa hacienda par les FARC. Donc ça rigole pas. Donc on verra si dans 20 ans ou 30 ans, la Colombie sera un pays comme le Brésil, dont le barycentre, dont le corps balance à gauche, ou bien si la droite va résister, va s'opposer à cette infiltration, à ce projet de pouvoir, ce projet d'hégémonique des FARC, qui est aussi le projet d'une certaine gauche colombienne. Alors pourquoi les FARC ont perdu la guerre? Et pourquoi donc elles ont accepté la paix et de changer complètement de stratégie? Eh bien, ça se comprend assez facilement. C'est un processus en 3 ou 4 étapes. Donc, naissance des FARC, disons, grosso modo, dans les années 60, comme un mouvement paysan de résistance paysanne, d'autodéfense paysanne. Un mouvement infiltré par des gens venus de la ville, des gens de la bourgeoisie, des étudiants universitaires marxistes, des marxistes, ou voire maoïstes, mais surtout marxistes. Qui ont voulu, ils se sont mêlés, ils ont fait un retour à la terre, c'était un peu à la mode dans les années 60, ils ont fait un retour vers la paysannerie, vers la vérité, c'est un peu rousseauiste, on revient à la paysannerie, on revient à la campagne, et ils se sont mêlés, donc il y avait des chefs ruraux et des chefs venus de la ville, et les deux se sont influencés, les uns avec la théorie marxiste, la vision de la prise du pouvoir par la soviétique, et les ruraux avec leur connaissance du terrain et c'est un peuple rugueux, c'est un peuple qui résiste à la douleur, hein, donc les deux se sont influencés, ont formé le noyau dur des FARC et la culture, hein, la culture des FARC, qui est une culture de grande endoctrinement. Ils lisent beaucoup, ça s'appelle ça l'école de la vie ou l'école de la lutte. Donc il y a des cours, il y a des séminaires tout le temps, et puis une culture de la marche, de la souffrance, du trekking, un trekking permanent, à la limite de la mauvaise nutrition, de la déshydratation et de la mauvaise alimentation. Donc, années 60, cristallisation du phénomène des FARC, donc de leur culture, mais on est encore, années 60, années 70, on est dans la phase que j'appelle de l'État faible et de la guérilla faible. L'État n'a pas su éradiquer les FARC, il n'a pas su les tuer dans l'œuf. Et la guérilla est une guérilla paysanne, qui se cherche un peu, pas mal de guerre intestine. Années 80-90, on est dans une autre étape, qui est l'étape narco, dans le sens où la guérilla devient forte et l'État s'affaiblit et perd de plus en plus le contrôle du territoire. La guérilla découvre le monde de la cocaïne, elle s'y associe de manière directe ou indirecte, en prélevant des impôts sur les routes de la cocaïne qui passent par ces territoires, ou en s'impliquant elle-même dans la culture de coca et le processus industriel de la cocaïne. Elle devient donc très riche, elle achète des armes et autres, et face à elle, l'État s'appauvrit, parce que le PIB stagne, et puis il est traversé par une crise morale, une crise politique,
Et l'armée colombienne est une armée, une vieille armée préparée pour lutter contre un pays, contre une invasion étrangère, vénézuélienne ou panaméenne ou d'un autre pays, mais pas du tout contre la guérilla. Et c'est une armée lourde, mal équipée, et puis pas du tout équipée mentalement pour la guerre révolutionnaire. Ce qui fait que les Colombiens accumulent revers sur revers, même des prises de villes, de chefs-lieux de province, ou même de grandes bases comme El Pilar, au sud-est de la Colombie, une région de savane verte, savane inondée, et donc une prise d'une base avec des centaines de soldats pris en otage, tant les FARC avaient gagné en puissance, étaient capables de mener des opérations dignes d'une armée régulière, c'est-à-dire qu'ils avaient des voitures, des jeeps, ils avaient des colonnes, c'était plus la guérilla en embuscade avec une dizaine de combattants, ils n'avaient pas l'arme aérienne, mais ils avaient d'un point de vue d'infanterie, voire même des obus, un début d'artillerie et autres. Donc là, c'est la phase vraiment où les FARC ont failli gagner, où ils encerclaient même Bogota, hein, on est en 2000, hein, pas très loin il n'y a pas très longtemps, et la Colombie avait un véritable risque de succomber. Et c'est l'arrivée d'Uribe, Alvaro Uribe, dont le père a été tué par les FARC plus tôt, et c'est un monsieur qui est aussi radical, on va dire, que les FARC, de la droite colombienne, et qui a introduit en Colombie des idées qui ressemblent à celles de Galula. Alors bien sûr, il n'a pas lu Galula, il a appris comme les Colombiens sur le tas, dans la douleur. Hein. Mais il a augmenté les moyens financiers et les équipements de l'armée colombienne, avec l'aide aussi du plan de Colombie, qui est le plan de M. Clinton. Donc il y a eu des transferts de technologie, surtout d'argent et d'aide militaire vers la Colombie. La Colombie avait très peu d'hélicoptères, par exemple, ou de moyens de communication, ou d'interception des communications des guérilleros. Puis il y a eu surtout une révolution doctrinale, une révolution intellectuelle, une révolution mentale, pour passer à ce qu'ils appelaient l'action action integrada, c'est-à-dire que l'armée a commencé à faire du Galula dans le sens où ça ne servait à rien de tenir les points hauts, ou de tenir les antennes de télévision, ou les radars, ou de contrôler les routes le jour. Non, il fallait vraiment contrôler tout le pays, et contrôler la population, et non pas les points hauts ou les nœuds stratégiques. Donc c'est une révolution mentale, parce que comme Galula l'a vu en Algérie, c'est pas facile de convaincre des militaires de se distribuer, de se diluer, et de dégarnir les points stratégiques, les magasins, enfin les points de stockage d'hydrocarbures ou de graines de blé, et aller convaincre, aller vivre auprès de la population et protéger la population. C'est ce qu'a fait la Colombie. Donc une énorme dilution. Donc il a fallu reconstruire l'armée colombienne au niveau des régiments, des bataillons, des compagnies, changer la culture vraiment managériale de cette armée, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis ils ont travaillé avec des troupes de choc chargées d'exterminer les guérilleros irréductibles les plus dangereux, et puis des troupes de secteur chargées de quadriller le secteur pour que la population se sente protégée, parce que vous pouvez vivre dans une petite ville colombienne ou dans un village colombien et vous voyez l'armée une fois dans votre vie. Là, il fallait vraiment mettre des bases fixes pour que les populations se sentent rassurées et commencent à parler avec l'armée, à passer du renseignement. Moi, je l'ai vu à la Sierra Nevada, des commissariats qui ressemblent à des camps retranchés. Hein. On a même peur de s'y rapprocher, mais les Colombiens ont préféré mettre la police, l'armée d'abord et la police au plus proche de la population, même dans les régions les plus dures, pas par suicide, mais par goût de la mort ou du risque, mais parce qu'il fallait vraiment montrer à la population que l'État était revenu pour de bon. Et là, depuis l'indépendance, c'est des gens qui n'avaient jamais vu l'État, ou très peu, et donc qui étaient habitués à des autorités concurrentes de l'État, qui étaient les seigneurs domaniaux, les seigneurs féodaux, ou les gangs libéraux, les gangs conservateurs, ou les FARC. Et c'est vraiment une révolution intellectuelle qui a été faite, qui n'a pas été évidente, et elle a porté ses fruits dans le monde rural, et puis dans le monde urbain, avec des opérations comme l'opération Orion à Medellín, où on a littéralement saturé des secteurs urbains avec l'armée, la police, mais surtout l'armée, mais pas n'importe quelle armée, c'est pas les blindés, hein, c'est une armée préparée à cela, hein, ça a coûté beaucoup d'argent et puis
d'efforts intellectuels pour changer la doctrine d'intervention des militaires, parce que les militaires n'ont jamais voulu faire le travail de police. Pour eux, c'est un travail dégradant, donc il a fallu les convaincre. Et à Medellín, il y a eu un travail pour déloger les FARC de la ville. Et ensuite, une fois qu'on a délogé les FARC de la ville, on a maintenu des troupes sur place. On a fait un travail tout à fait en ligne avec le travail qu'aurait pu faire Galula, ou qu'il a fait même en Algérie, ou qu'il a indiqué dans ses œuvres, c'est-à-dire un travail social. Mais pas un travail social pour la beauté de l'action caritative. Hein. Ce n'est pas l'armée, enfin l'État colombien n'est pas dans une approche caritative, hein, et ce n'est pas l'église ou une ONG, mais c'est dans une approche de dire, une fois qu'on a enlevé les méchants, ceux qui intimident la population, il faut mettre en place les services sociaux, des musées, des écoles, je parle d'un musée parce qu'ils ont mis un musée de la langue espagnole à Medellín qui se visite aujourd'hui, des écoles, des clubs de foot, des dispensaires, des centres de formation, gérés par l'armée, puis par l'État, pour que la population recommence à nous parler, parce que ça ne sert à rien de tuer les gens les plus durs, leurs amis, leurs femmes, leurs cousins, leurs indicateurs restent. Et la population le sait, mais elle ne va pas vous le dire. Elle va vous le dire si vous vivez parmi elle et si elle maximise ses contacts avec l'État. Or, la population des communes, des régions les plus difficiles de Medellín, elle voyait l'État une fois par an, ou quand elle descendait dans la ville réelle, dans la ville officielle, je veux dire, en centre-ville. Donc, il fallait que l'État soit visible et soit accessible. Donc, non seulement les militaires, les policiers, mais aussi les assistantes sociales, les professeurs, les infirmiers et autres. Et le meilleur moyen de le faire rapidement, parce qu'il y a un timing rapide à faire, sinon les guerriers reviennent, le meilleur moyen de le faire, c'est de mettre les militaires. Parce qu'ils n'ont pas de grève, ils prennent du risque, et puis ils sont équipés. Ils ont des services sociaux, des infirmiers, des profs et autres. C'est l'erreur que fera le Brésil plus tard, et j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà à peu près la révolution des années 2002-2010. Donc action intégrale, donc action intégrée, sous la houlette, on va dire l'impulsion de l'armée qui était aux premières lignes, jusqu'à ce que jusqu'à ce que les civils, l'État normal prennent le flambeau, le relais ensuite. Et vous trouverez aussi un autre nom, c'est Seguridad Democrática, qui est tout simplement le fait de dire qu'il n'y a pas de démocratie sans sécurité. Et moi j'ai croisé beaucoup de Colombiens qui me disent que grâce à Uribe, ils peuvent se déplacer d'un point A à un point B. Les Colombiens ne pouvaient pas aller de Medellín à Bogota sans avoir extrêmement peur, une boule d'angoisse au ventre, parce qu'il y avait des faux barrages, il y avait des enlèvements, il y avait des bombes et autres. D'ailleurs, si l'aviation colombienne s'est toujours bien portée, c'est à cause de ça, parce que les gens préféraient prendre l'avion que de prendre la route. Et c'est depuis 2008-2010, la fin des 2 mandats de M. Uribe, que la Colombie est redevenue un pays qui se visite et un pays où il y a un minimum de sécurité. D'ailleurs, l'économie a repris par la suite. Donc voilà l'expérience colombienne. Qu'est-ce qu'elle démontre? Elle démontre qu'un État peut vaincre une guérilla, même aussi puissante que les FARC, qui ont été soutenus par leur puissance financière, qui vient des trafics de drogue, mais aussi des enlèvements, des rançons. Même si la guérilla est soutenue depuis l'étranger par certains intellectuels qui ont une vision un peu glamour de la guérilla latino-américaine, eh bien on peut vaincre une guérilla si on réunit trois grands critères. Le premier, c'est il faut une bonne doctrine, il faut faire la révolution intellectuelle, et Galula propose des idées que d'ailleurs les Colombiens ont inventées tout seuls, mais qui sont comme par hasard les mêmes, hein, de l'action intégrale et intégrée. Donc il faut une bonne doctrine, il faut aussi des moyens, ça coûte cher la contre-insurrection, puisque il faut faire tout à la fois, reconstruire l'État au plus bas niveau, au niveau local, investir sur la population, faire du travail de police et faire la guerre en même temps. Ça coûte très cher. Et ensuite, il faut une unité de commandement, c'est-à-dire un leadership fort. Celui d'Uribe, il est resté 2 ans, enfin 2 mandats, et il a maintenu le même cap pendant 8 ans. Et puis, il a mis sous le commandement militaire pas mal de services civils qui, dans un régime normal, dans une bureaucratie normale, se seraient tirés dans les pattes, auraient été en concurrence l'un avec les autres, dans des espèces d'overlap l'un contre l'autre, alors qu'avec l'administration Uribe, ils étaient rattachés, ou du moins animés par les militaires, ce qui a permis d'avoir des résultats très vite. Et comme dit Pétréus, la contre-insurrection, la pacification a une half-life, elle a une vie courte.
puisque il faut faire vite, il faut faire très vite, il faut faire tout en même temps et très vite, parce que sinon, si la population ne vous fait pas confiance, eh bien, elle recommencera à discuter avec les guérilleros, à leur donner au moins, à leur donner son soutien, ou du moins à être passive envers eux. Or, il ne vous faut pas, il vous faut beaucoup plus que la passivité de la population, que la neutralité. Il faut la sortir de la neutralité, qu'elle vous aide, vous État, vous armée, vous police. Sinon, vous ne saurez jamais qui est FARC ou qui est un simple paysan. Parce que les FARC, ils n'ont pas de badge, ils enlèvent l'uniforme et puis vous faites quoi? Si vous tirez sur un innocent, c'est une bavure. Et si vous laissez passer un guerriero, ben, la population ne vous fait pas confiance. Parce qu'elle se dit, bah, attendez, c'est quoi cet État qui laisse passer des guerrieros sous son nez et qui me demande à moi de payer l'impôt ou de dénoncer? Je ne peux pas dénoncer quelqu'un, un État impuissant. Donc voilà, donc la Colombie a réussi à montrer qu'on peut gagner des guerres insurrectionnelles, même aujourd'hui, à l'époque de Facebook, des réseaux sociaux, des médias et tout ça. Même à l'époque des grandes villes, donc on peut gagner contre la guérilla en milieu rural, mais aussi en milieu urbain, mais la Colombie ne réussit toujours pas sa guerre contre la violence. Ils ont défait les FARC d'un point de vue militaire, politique, mais la Colombie reste un pays violent, où d'autres guérillas prospèrent, mais aussi où la violence est un langage politique et social acceptable. Tous les jours, mais régulièrement en Colombie apparaissent des nouvelles, ils appellent ça des BACRIM, des bandes criminelles, qui sont des espèces de grands banditismes, enfin des espèces de mini-guerres, on ne sait pas si c'est des guérillas ou des cartels, mais des groupes qui se forment très rapidement avec une volonté de prendre un territoire, ou du moins de le noyauter fortement, qui font de la drogue également, enfin qui font surtout de la drogue et du racket et des activités délectives, mais qui ont une puissance de feu qui est impressionnante. Et donc on se dit, est-ce que, moi la question que je me pose, et je la laisse ouverte, la Colombie a gagné la guerre contre la guérilla des FARC, probablement elle gagnera la guerre contre les guérillas résiduelles, l'ELN et autres, mais est-ce qu'elle va gagner la guérilla est-ce qu'elle va gagner la guerre? Est-ce qu'elle va défaire la violence comme un langage politique, un langage social, une guerre qu'a gagnée l'Europe occidentale, une guerre que la France a gagnée? Ça ne vient à l'idée de personne de monter une guérilla en France. Et ce n'est pas une question de pauvreté ou autre, c'est une question de culture. Ça revient à personne. Enfin, l'Europe n'a plus de guérilla depuis des lustres. Et même l'ETA, l'IRA, même les Corses, ça n'a rien à faire. Déjà, c'est démantelé, où les gens se sont rendus, voilà, ils ont rendu les armes. Mais même le phénomène corse n'a rien à voir, absolument rien à voir en termes d'intensité de nature avec ce qui se passe en Colombie aujourd'hui ou ce qui s'est passé depuis les années 60. Merci beaucoup et tous les commentaires sont bienvenus. Je laisserai mes coordonnées dans la description. Au revoir.